Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo un peu similaire à la vidéo que j'avais fait sur Seiko. Le problème avec Seiko, je vais faire le problème avec Omega. C'est toujours des vidéos qui sont un peu, on va dire, putaclic en fait. On fera une vidéo sur Swatch Group aussi parce que je suis pas forcément un fan du Swatch Group, mais pas aussi aliéné et aussi de mauvaise foi. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, si vous voulez acheter des relax, j'ai toujours le site à disposition, donc il est en barre d'infos, vous cliquez, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est Omega. J'ai scindé la vidéo en trois parties. J'ai trois problèmes, entre guillemets, avec Omega, même si c'est des petits problèmes. J'ai trois problèmes. Le premier, alors, bon, là, on va le voir. Bon, alors, le site est super pas optimisé pour tablette, mais on va le voir avec toutes les collections. Pour moi, c'est l'étendue de la gamme. Je trouve que l'avantage de chez Rolex, et ce qui favorise aussi l'émergence de modèles iconiques, c'est qu'ils ont une gamme qui est assez restreinte, mine de rien. Ils ont beaucoup de modèles, mais ils n'ont pas beaucoup de déclinaisons par modèle. C'est-à-dire que la Submariner, vous allez avoir des modèles or, et encore pas énormément. Vous allez avoir la version verte, là, moche d'ailleurs, mais vous allez avoir la version verte. La version noire, la version date, pas date, c'est tout. Si vous prenez par exemple la Seamaster, déjà dans la Seamaster, il y a l'Aquaterra, il y a la Diver 300M, il y a les modèles héritage, et puis il y a la Planète Océan. Sachant qu'il y a aussi les... je crois que dans les Diver 300M, il y a aussi la 600, je ne sais plus dans quelle zone elle est. Non, ça c'est le... Voilà, bon, déjà on est complètement perdu sur la gamme, parce que voilà, il y a la Planète Océan aussi, donc il y a la Planète Océan 6000, il y a la Planète Océan 600. C'est vraiment impossible de se repérer dans cette gamme, et surtout que dans cette gamme, il y a énormément de coloris différents. Disons qu'on serait quelqu'un de classique, de normal, voilà, on veut une planète océan 600 en noir classique. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de zinzin. Simplement, on veut le truc. Bah, ça arrive quand même assez tard en fait dans la, comment dire, dans la proposition en termes de catalogue. Et cette manie aussi, bon, ça c'est juste un truc d'affichage du site, mais d'avoir la planète océan sur bracelet acier, la planète océan sur bracelet cuir. En fait, est-ce que ce serait pas juste plus simple de mettre la planète océan, enfin, ou la Speedmaster ou la Seamaster ici, et puis de sélectionner le bracelet avec évidemment le gap de prix qui est pris en compte. Donc voilà, donc pour moi c'est l'étendue de la gamme, comment elle est aussi répartie en fait, parce que même la Diver 300, je trouve que la Diver 300M c'est le pire. Pour ça, c'est le pire. Vous avez la classique là. Vous avez la classique. Après, vous avez la James Bond. Bon, en soi, voilà. Déjà, la classique, on l'a sur acier et sur rubber. Bon, soit. Mais après, vous en avez une avec. Bon, c'est une édition spéciale. Il y a 50 000 éditions spéciales. C'est aussi un peu le problème. Avec, en fait, c'est juste la même, sans date, avec une lunette en acier ou en je sais pas quelle matière, mais pas en céramique, quoi. Après, vous avez la verte, pas de grief contre les couleurs, elle reste simple, etc. Ensuite, vous avez la James Bond 60e anniversaire, vous avez une deuxième James Bond 60e anniversaire avec tous les diamants et tout, là, c'est super moche, bon, ça c'est critiquable, mais c'est super moche. Après, vous avez la bleue, et pareil, la bleue, vous l'avez aussi en lunettes acier. Là, cette fois-ci, ils ont décidé de l'appeler édition Beijing 2022. Ensuite, vous avez les éditions spéciales qu'ils ont fait pour les 60 ans de la Seamaster. Vous en avez une autre avec le cadre en gris, bon ça c'est une couleur, etc. Est-ce que ce serait pas plus simple, même sur le site pour simplifier la gamme, de faire un grand truc Seamaster 300M avec, comme chez Rolex, un truc où on sélectionne sa taille. Parce que sur les Digest, il y a énormément de déclinaisons possibles. Mais c'est pas compliqué, c'est une Digest, on sélectionne son bracelet, son cadran, sa lunette céramique, et puis voilà, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'avoir un million de références comme il y a là. Après, bon, il y a les hors acier, ça c'est très très moche sur une plongeuse. Je trouve que j'adore le hors acier, mais sur une plongeuse, c'est complètement débile. Et voilà, on a encore un milliard de déclinaisons, sachant que en vrai, en soi, c'est pas des déclinaisons qui sont particulièrement différentes des trucs classiques. Là, c'est le même cadran bleu avec les index différents, mais c'est le même cadran bleu que sur la version acier. Et il y a énormément de trucs. Après, il y a les trucs tout en céramique, etc. Enfin, on s'y perd. La gamme, elle est énorme. Il y a énormément de choses. Il y a un milliard de références. Il y a les versions en chrono. Très honnêtement, je pense que les versions en chrono des Seamaster, c'est pas une mauvaise chose de les supprimer de la gamme. Je sais pas qui achète ça. C'est énorme. Sur la Speedmaster, c'est un peu différent. Mais encore une fois, il y a 50 000 milliards de déclinaisons différentes. Il y a la Moonswatch, il y a les modèles héritage.
Dark Side of the Moon, c'est des trucs en céramique avec des phases de lune, des trucs bizarres. La 38, bon, l'ancienne Reduce, moi je suis plus attiré par la 38, mais là il la catalogue comme un modèle femme. Donc voilà, c'est des trucs hyper nacrés, machin. Ouais, il y a peut-être celle-là qui est un peu simple, ils ont foutu une date, on sait pas pourquoi. C'est, c'est hyper brouillon en fait, la manière dont ils arrangent leur gamme, enfin ils mettent leur gamme en avant. Ça vient aussi du fait qu'Omega a énormément de références parce que c'était une marque même dans le vintage qui a énormément de références. Mais je pense que dans un monde où le marketing est de plus en plus important, où définir une ligne de produits claire est de plus en plus importante, je trouve que Omega a des choses à apprendre là-dessus sur Rolex, puisque on les compare forcément, c'est les deux principaux concurrents. Rolex, bon, c'est le fer de lance du groupe Rolex, et Omega, c'est le fer de lance du Swatch Group. Ils sont à peu près sur les mêmes montres, des montres assez sportives. Ils sont capables d'aller faire de l'habillé, mais c'est quand même des montres assez sportives, des montres un peu dans l'air du temps, entre guillemets. Ce qui n'est pas forcément Cartier, même si Cartier fait beaucoup de chiffre d'affaires. Mais Cartier, je pense que pour moi, c'est plus une marque qui parle aux gens qui n'aiment pas l'horlogerie, enfin qui ne sont pas dans l'horlogerie. Ça parle à des gens qui sont dans l'horlogerie, mais ça parle aussi beaucoup à des gens qui ne sont pas dans l'horlogerie. Il y a un milliard de petites meufs là qui veulent le sac Yves Saint Laurent et puis la montre Cartier, alors qu'elles sont pas forcément excitées par savoir que c'est un mouvement gégère à l'origine, que Cartier est passé en manufacture. Enfin, elles s'en tapent complètement. Et on respecte ça aussi, hein. Le but, c'est pas de devenir un ayatollah de la connaissance horlogère. Mais disons que Cartier touche beaucoup plus à un public qui n'est pas forcément sensible à l'horlogerie. Omega aussi, Rolex forcément. Mais les gens qui vont acheter une Omega et les gens qui vont acheter une Rolex sont, je pense, plus susceptibles de s'intéresser à l'horlogerie que des gens qui vont acheter une Cartier. Même si évidemment dans les acheteurs de Rolex, il y a énormément de gens qui n'y connaissent rien et qui veulent juste un statut. Mais ça peut se comprendre aussi. Omega est un peu encore en dessous en termes de prix. D'ailleurs, ce qui est une bonne chose et ce qui va être le deuxième point. Je finis juste sur la gamme. On parlera du prix après. Mais je pense qu'ils ont quelque chose à faire là-dessus et à simplifier leur gamme. Et enfin, même au niveau de l'affichage du site, là j'ai deux modèles qui sont sensiblement pareils entre ces deux-là, là, les deux premiers. On va jouer au jeu d'essais différents. Ouais, s'il y a des diamants. Il y a des diamants, ça rajoute 100 € sur le prix. Est-ce que ça aurait pas été plus simple de me faire juste un Speedmaster 38, sélectionner le boîtier, ensuite la lunette, le cadran c'est le même de toute manière, et comme ça on s'y perd pas quoi. Et donc c'est un peu relou quand même, un peu relou dans la manière dont c'est fait et dont il y a quand même il y a quand même beaucoup à optimiser, je pense. La gamme Constellation, on va pas s'y arrêter. Alors, qui achète encore des Constellations? Moi, j'adore les Constellations, enfin, j'adore les Constellations de Vinci. Mais qui achète ça? Enfin, est-ce qu'on voit? C'est comme chez Tudor. Chez Tudor, il y a des gammes, on les voit jamais. J'ai l'impression que c'est là pour là. Pourtant, elle est super stylée cette constellation. Enfin, j'aime bien. Bon, 41 mm, ça doit être un peu gros. Mais ça, c'est clairement un truc qui pourrait aller concurrencer Audemars Piguet. Soit on accentue la gamme, enfin, on fait du marketing autour, soit on la retire, mais on garde pas un truc qui coûte quand même cher, 7000 balles, pour rien, quoi. Pour rien. Bon, après, il y a la Speedmaster. Je pense que la Speedmaster, c'est vraiment le fer de lance un peu d'Omega. Où il y a beaucoup de gens. Moi, je suis pas un fan de la Speedmaster, hein, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Je trouve que pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a plein de gens qui sont fans et je respecte. Et c'est un peu le fer de lance. C'est celle qui a été super poussée. Je pense que moi, j'en aurais poussé une autre. Enfin, j'aurais poussé la Speedmaster 300M. C'est aussi celle que j'ai achetée. Donc, forcément, il y a un parti pris. Mais j'aurais poussé la Seamaster 300M. Elle est poussée aussi, il n'y a pas de souci, tout le marketing autour de James Bond et tout machin. C'est pas dit que dans un des prochains James Bond porte une Speedmaster parce que Omega met tellement autour de la Speedmaster en ce moment que, bon, on pourrait voir ça aussi. Et puis après, il y a la gamme de ville. Alors, la gamme de ville, je pense que encore plus que la Constellation, c'est la gamme la plus incompréhensible. Il y a des trucs en fait qui vont concurrencer des Patek. Voilà, alors moi j'ai 15. Bon, celle-là elle est en or. Ouais, bon, je sais pas. J'en avais vu une à 20 000 balles. J'étais en mode, mais à quel moment tu vas acheter une Omega Constellation et pas une Patek ou une Vacheron ou qu'est-ce qui te pousse, ou même une Gégère, qu'est-ce qui te pousse à aller vers une Omega Constellation qui en soi a rien, enfin c'est pas très très beau quoi. Et donc voilà, je comprends pas cette gamme. Bon, après, c'est aussi parce que les montres habillées sont en perte de vitesse. Il y a
des excités de la montre habillée, et ça peut se comprendre. Mais c'est du gros 40 mm. Il y a aussi un milliard de déclinaisons, hein, bon c'est Omega, mais très honnêtement, c'est une Tissot, hein. C'est ni plus ni moins qu'une Tissot de luxe, hein. Et bon, ça vaut 10 000 balles. Donc je sais pas s'il y a une clientèle là-dessus. Si vous êtes un excité de l'Omega Deville récente, hein, parle pas des vintage, mais un excité de l'Omega Deville récente, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serais ravi de parler avec vous et d'essayer de comprendre quel est l'objectif d'acheter une Tissot à 11 000 balles. Mais voilà. Voilà, là on a fait un peu le tour sur les gammes, sur ce que je pense des gammes. Je pense que la gamme d'Omega elle est beaucoup trop, d'une part, étendue avec tous ces trucs de prestige, machin. Bon, Rolex, assez gamme 1908 qui sont un peu incompréhensibles aussi, mais ça a le mérite d'exister. Je pense que la Deville aussi a le mérite d'exister. Le truc, c'est qu'elle est à la fois très étendue et surtout très fouillie sur le site. J'ai l'impression que le site d'Omega, même si maintenant on peut acheter dessus, c'est pas un site qui est fait pour acheter, c'est un site qui est fait pour être exhaustif et sur lequel on est toutes les, euh, toutes les gammes possibles et enfin toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. Alors que sur le site de Rolex, on peut pas acheter, mais par contre, on a une vue très claire on a une vue très claire sur la gamme de Rolex, quoi. Et même s'il y a un milliard de déclinaisons, il y a aussi un milliard de déclinaisons chez Rolex, mais c'est tellement mieux fait dans la présentation que c'est plus pertinent et c'est bon, c'est un autre point auquel je viendrai après. C'est un autre point auquel je viendrai après, mais il n'y a pas vraiment d'icônes en fait. Enfin, il y a des icônes, mais beaucoup moins que chez Rolex. Et je pense que c'est aussi ça vient aussi du fait de la manière de présenter les choses. Parce que, bon, alors typiquement, ça c'est une énorme fraude aussi, ces petites digressions, mais la Seamaster 200, je sais pas pourquoi, enfin, Seamaster 300, elle était étanche à 200 mètres à l'époque, donc Seamaster 300. Je sais pas pourquoi il s'excite avec ça en fait. Elle est bien, elle est stylée, c'est un bon modèle héritage, mais il y a des... Ça par contre, elle est en or blanc, celle-là à 25 000 balles. Ouais, ok, soit. Pourquoi on fait ça, je sais pas. Il y a un mec qui avait dit que c'était d'aller sur les métaux précieux pour augmenter les marges. Ils ont foutu la Rainmaster aussi dans la même gamme. Enfin, c'est super bizarre. Ouais, c'est super bizarre. Enfin, la manière dont ils traitent le truc. 8 100 € pour une Rainmaster en 38 mm. C'est tellement cher pour une 3 aiguilles qui est pas étanche, qui est pas particulièrement spéciale. Et là, on a un coffret en édition limitée avec 3 montres strictement identiques, mais avec des bracelets différents. 4 non, 5 je sais pas, 4 ouais, non, si on clique dessus. Alors là, les Jeux Olympiques aussi, c'est la grande débandade pour Omega. Ils ont trouvé le moyen de faire 50 000 éditions limitées, et c'est génial. Donc alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je comprends pas le projet. C'est tellement mal expliqué. Ils nous disent qu'on a un coffret pour 35 000 balles, mais on peut pas avoir le coffret en entier. Donc voilà, encore une fois, le site d'Omega est assez merdique quand même. Le site d'Omega est assez merdique. La deuxième chose, c'est le prix. Le deuxième gros argument, le problème d'Omega, le deuxième gros problème d'Omega, je pense que c'est le prix. Omega a augmenté ses prix d'une manière tellement rapide. Qu'on augmente les prix, il n'y a pas de souci et tout, il y a de l'inflation. Mais ils ont essayé d'aller suivre Rolex sur les prix. D'ailleurs, les prix de Rolex sont totalement délirants. 9000 balles pour une Submariner, voilà, bon, c'est porté par le marché. Mais en termes de valeur intrinsèque, c'est pas ce que ça vaut. Omega a suivi les prix, mais c'est pareil. Une Seamaster, ça vaut pas 6000, je suis désolé. Alors, c'est mieux qu'une Tudor pour moi, ça doit être plus cher qu'une Tudor. Mais par contre, ça doit pas valoir 6400 €. Et les prix ont tellement augmenté. Genre, je regarde des Topic Four à ma montre. D'il y a 2 ans, les mecs, ils parlaient de l'acheter à 4500, quoi. Et on peut pas prendre 2000 balles, enfin du coup 2000 balles, voilà, 2000 balles ça fait un plus 50% en 2 ans, c'est énorme. Donc les prix ont considérablement augmenté. Sur la Seamaster certes, mais le pire c'est sur la Speedmaster. Sur la Speedmaster, moi quand j'ai commencé à la monter, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2019, la Seamaster on l'a acheté à 3000 balles. Je veux bien qu'ils nous sortent, oui, le gap technologique du coaxial. Le coaxial, on a fait une vidéo dessus. Bien sûr c'est un gap technologique, mais c'est pas non plus un truc qui est hyper difficile à mettre en œuvre et qui justifie un doublement du prix, quoi. On n'est pas sur un tourbillon, enfin c'est hyper c'est super, enfin je trouve que les prix sont délirants. Là avec le saphir elle est à 8600. Alors ça aussi un truc, est-ce qu'un verre saphir ça vaut 1100 balles? Moi un verre saphir ça coûte 80 balles. Un verre saphir, un bon verre saphir, ça coûte 80-100 balles. Surtout qu'en plus maintenant le verre saphir il est super, enfin c'est super facile, enfin c'est beaucoup plus facile à produire qu'avant. Donc ouais, 8600 balles pour un truc. En fait, les mecs vont aller essayer de concurrencer
une Cosmographe, une Daytona. Ok, en fait, le truc, c'est que bien sûr, tu vas essayer d'aller sur une Daytona qui doit valoir 13 000 balles maintenant, qui est beaucoup trop overpricée, mais qui est portée par le marché. Encore, il y a de la demande. Mais le truc, c'est que là, tu te retrouves sur les plates-bandes de Zénith. Et Zénith, tu as le mouvement à 36 000, t'as des gammes qui sont différentes, etc. Enfin, t'as un mouvement qui est beaucoup plus qualitatif et qui est beaucoup mieux qu'un mouvement d'Omega Speedmaster. Donc ouais, c'est assez incompréhensible cette augmentation. Enfin, si c'est compréhensible, c'est logique, mais je trouve que Omega essaye d'aller concurrencer Rolex alors que l'augmentation des prix de Rolex, elle est portée par le marché, c'est-à-dire que tout le monde veut une Rolex et que personne ne peut en avoir, donc les gens sont prêts à payer plus cher, et Rolex a raison d'augmenter ses prix parce que il vaut mieux qu'on augmente en magasin. De toute manière, ça se vend, donc autant augmenter les prix. Le fait est que Omega, ça se vend pas, on en retrouve 20, ça se vend, mais ça se vend moins, parce qu'on en trouve sur Chrono 24 des côtés, quoi. Et si vous voulez voir le vrai prix du monde, vous allez sur Chrono 24, vous trouvez les premières offres au gris. C'est le vrai prix du monde, c'est ce que les gens sont prêts à mettre. Donc les prix sont trop élevés. Et peut-être qu'il y aurait quelques. Bon, c'est un peu le cas actuellement, ce qui se passe. C'est qu'il y a quand même quelque chose à faire enfin, de se mettre dans une gamme intermédiaire entre Tudor et Rolex, parce que Omega a quand même plus de prestige que Tudor. Les sont mieux faites. La Seamaster 300M est mieux faite qu'une Tudor. Le mouvement est plus beau. Bon, là, l'excité de Passion des Mondes va s'exciter en disant que le mouvement sur une Tudor est mieux fait. Gna, 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 gna. Ah non, je suis désolé, le mouvement sur une Tudor il est dégueulasse. Le mouvement, enfin, il est dégueulasse. Il est bien fait, tout est bien fabriqué, etc. C'est solide, c'est résistant, pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est pas très bien décoré, la finition est assez dégueulasse. Là, avec ce nouveau mouvement, je parle pas du mouvement que j'ai sur la mienne, le calibre 2500 qui est un 28-92, c'est vrai, c'est pas, c'est pas pertinent. Mais là, le nouveau mouvement, c'est une architecture qui est complètement différente d'un ETA. Donc bon, vrai calibre manufacture, faux calibre manufacture, vu que c'est internalisé, c'est pas le débat. Mais le fait est que ils ont un mouvement qui est quand même bien décoré, qui est quand même bien fait. Et donc ils sont quand même supérieurs à Tudor en termes de gamme, ils le sont en termes de prix, mais ils le sont de beaucoup par rapport à une Tudor, une Pelagos, ça vaut quoi, 4005. Là, ils sont 2000 € au-dessus. Pour moi, c'est trop. Sachant que la Pelagos c'est en titane en plus. Donc ouais, c'est un peu trop, le prix est un peu n'importe quoi. Et du coup, le troisième point que je voulais aborder, qui rejoint un peu la première chose que j'ai dit en termes de étendue de la gamme, c'est qu'il n'y a pas de réelle mise en valeur des icônes. Je trouve que on va dire qu'il y a deux icônes qui sont mises en valeur, c'est la Speed et la Seamaster 300M. Moi, je l'ai dit dans la vidéo que vous retrouvez, que j'ai fait la semaine dernière ou la semaine d'avant. Faudrait que je regarde le calendrier, mais je crois que c'est la semaine d'avant. Sur la Seamaster 300M, la Seamaster 300M, c'est génial parce que la Seamaster 300M, c'est la seule icône du 21e siècle. Enfin, c'est la seule montre qui est passée au rang d'icône dans le 21e siècle. Rolex n'a pas d'icône au 21e siècle. Je suis désolé, mais la Skydweller, c'est pas une icône, personne n'en veut. Rolex n'a pas d'icône au 21e siècle. Zenith n'a pas d'icône au 21e siècle. Omega en a une, c'est la Seamaster 300M, et ils accentuent dessus beaucoup avec James Bond, etc., en faisant énormément de marketing là-dessus, ce qui aussi l'a fait passer au rang d'icône, mais il y a beaucoup de marketing là-dessus. Mais à part la 300M et la Speedmaster, et c'est aussi du fait de leur étendue de gamme, il n'y a pas d'icône, parce que la vérité, c'est que historiquement, Omega, c'est pas des montres iconiques, c'est des montres de communion, enfin, ce qu'on appelle des montres de communion, quoi. C'est des trois aiguilles dorées, dorées, plaquées or ou en acier, des montres habillées. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle des icônes, c'est des montres sportives, c'est des montres qui ont réalisé des exploits. Il y a la Speedmaster, bien sûr. Il y a la Ploprof aussi. La Ploprof, c'est une. D'ailleurs, la Ploprof, où trouver la Ploprof dans la gamme là. Qu'est-ce qu'on. On cherche une Ploprof, on va taper tous les modèles de Seamaster en essayant de trouver une Ploprof au hasard, puisque si on est intéressé par les Ploprof, il faut chercher. Une Ploprof, ça se mérite, hein. Une Ploprof, ça se trouve au fond des océans, donc ça se mérite. Donc on va essayer de trouver une Ploprof. Si on arrive, on va pas réussir. On va pas réussir. On va taper dans la barre de recherche Ploprof. Ça va pas me trouver, ça trouve jamais dans ces trucs-là. Ah, j'ai trouvé. Boum, Seamaster Ploprof. Donc celle-là, comment dire, c'est l'édition limitée là. Ouais, moi j'adore la Ploprof. La Ploprof, ça pourrait être une putain d'icône. Il y a un boîtier monobloc. Bon, c'est des montres qui sont ultra professionnelles. Je pense que Seiko, c'est pareil. Seiko accentue pas trop sur sa Marine Master parce que la Marine Master, c'est quand même un truc qui est dur à assumer.
La Ploprof, c'est pareil, c'est un truc qui est dur à assumer, mais c'est une des icônes d'Omega, parce que c'est les rares montres professionnels qu'il y avait dans les années 60 que Omega fournissait, et que Omega, pour lequel Omega avait une réelle valeur ajoutée. Parce que je suis désolé, mais la Seamaster 300, qui était étanche à 200 mètres en calculé, hein, pas en réel, puisqu'ils n'ont pas réussi à la tester plus loin, ça, c'est pas une icône en fait. Ça, même à l'époque, ça prenait l'eau. Même à l'époque, les mecs, ils voulaient pas en mettre parce que ça prenait l'eau, c'était de la merde. Donc, nous faites pas des modèles héritage en mode c'est le modèle emblématique de l'époque. Des Omega Seamaster 300, aujourd'hui, il n'y en a pas une qui est en bon état parce qu'elles ont toutes pris l'eau, elles n'étaient pas étanches. Et c'est un fail, quoi. Donc, il ne faut pas essayer de faire une légende sur un truc qui n'a pas fonctionné. Une Submariner, les gens, Rolex en fait une légende parce que foncièrement, la Rolex, elle a fonctionné. Elle a été portée par la Comex, elle a été portée par plein de plongeurs, par des forces spéciales argentines, etc. Là, Seamaster 300M, elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas marché. Il y avait des problèmes d'étanchéité. Donc, ça sert à rien d'en faire un truc. Quand on fait une merde, et ben, on l'oublie et puis on passe à autre chose. Donc, il y a un peu un problème un peu de marketing autour de ça. Pas mal de modèles héritage qui sont relancés alors que c'est un peu un héritage qu'on s'invente. Si, quoique la 300 elle a peut-être été portée par des forces spéciales britanniques, mais ça prenait pas ça prenait l'eau, genre la cour n'était pas vissée à l'époque, c'est super pourri comme montre. Et donc au lieu d'accentuer sur la Ploprof qui est une réelle icône, la Speedmaster qui est une réelle icône, elle a été dans l'espace, on peut pas dire le contraire, la 300M qui est l'icône du 21e siècle et qui a un design, je trouve, très très 21e siècle, très très nouveau, qui est super stylé, d'avoir ces trois icônes qui sont quand même beaucoup mis sur le devant de la scène, mais pas autant, je pense, que ce qui pourrait l'être. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un peu les trois principaux problèmes avec Omega en termes de marketing, en termes de direction stratégique. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je trouve que quand même Omega, c'est une belle marque, même s'il y a beaucoup de conneries qui sont faites. Mais c'est une belle marque et il faut continuer à cliquer sur du Omega. Donc je vous dis à la semaine prochaine, portez des montres, portez des Omega, achetez plein d'Omega.